Salut à tous. Le dossier géopolitique, c'est l'une des confrontations commerciales les plus importantes de l'histoire moderne de l'Amérique du Nord, et elle s'est produite si discrètement que la plupart des gens l'ont complètement manqué. Voici ce que l'on sait. Donald Trump a lancé l'une des menaces tarifaires les plus extrêmes de sa carrière politique. Des tarifs douaniers de 100% sur tout, immédiatement. C'était une menace qui aurait pu geler du jour au lendemain la plus grande relation commerciale bilatérale de l'hémisphère occidental. Et puis le Canada a fait quelque chose que personne à Washington n'attendait. Il est allé de l'avant quand même. 4 mois plus tard, rien. Aucun tarif douanier, aucune représaille, aucune explosion économique, seulement le silence. Apparemment, le coup de tonnerre économique le plus bruyant a fini par produire l'équivalent politique d'une salle de presse vide. Ce qui se jouera au cours des 50 et un prochain jour définira la prochaine décennie de l'économie nord-américaine. L'histoire commence le 6 janvier 2025, lorsque Mark Carney a pris un vol pour Pékin. Ce moment comptait beaucoup plus que ce que le titre laissait entendre. Ce n'était pas une visite diplomatique de routine. C'était la première fois qu'un premier ministre canadien mettait les pieds à Pékin en 8 ans. 8 ans. 2 mandats complets de relations gelées, de silence diplomatique si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Et cette relation ne s'est pas gelée pour rien. Huawei, Meng Wanzhou, la détention arbitraire de Mikhail Kovrig et de Mikhail Spavor, des années de méfiance politique si profonde que les canaux commerciaux normaux avaient été discrètement étranglés. Des agriculteurs canadiens, des producteurs de canola en Saskatchewan, des pêcheurs de homards en Nouvelle-Écosse, voyaient leur marché disparaître en temps réel, non pas à cause de quelque chose qu'ils avaient fait, mais à cause d'une querelle géopolitique qui se jouait à des milliers de kilomètres au-dessus de leur tête. Carney y est allé quand même, et il est revenu avec quelque chose de concret. Voici ce que le Canada a obtenu de cette rencontre. La Chine a accepté de réduire ses tarifs douaniers sur le canola canadien de 84% à environ 15%. Le canola, les pois, le homard, le crabe, des exportations agricoles qui avaient été partiellement exclues du marché chinois pendant des années, ont soudainement été rouvertes. La valeur estimée de l'accès agricole rétabli a été rapportée à plus de 7 milliards de dollars. Pour être précis, ce chiffre vient d'estimations préliminaires et n'a pas encore été confirmé par une comptabilité officielle du gouvernement. C'est le meilleur repère disponible, pas un total certifié. La Chine a aussi obtenu quelque chose en retour. Le Canada a accepté de réduire ses tarifs douaniers sur les véhicules électriques chinois, de 100% à environ 1%, mais avec une condition essentielle. Le volume d'importation est plafonné, environ 49 000 véhicules par année au cours des premières années, avec une augmentation graduelle sur une période de 5 ans. Ce n'était pas une porte grande ouverte. C'était un point d'entrée précisément conçu, contrôlé, plafonné, soigneusement négocié. Ce n'est pas du commerce sans restriction. C'est un accès encadré, structuré de manière à ce que l'industrie nationale canadienne ne soit pas submergée, pendant que les fabricants chinois obtiennent un point d'ancrage dans un marché du GIEP. Pour les agriculteurs canadiens, l'effet a été immédiat. Les marchés qui saignaient depuis des années ont commencé à montrer des signes de vie. C'est important. C'est réel. Pour Washington, la réaction a été tout autre. Le 17 janvier, Trump a été interrogé sur l'accord. Sa réaction initiale a été presque désinvolte. Si le Canada peut conclure un accord avec la Chine, il devrait le faire. Ce sont ses mots. Détendu, indifférent. Ce calme a duré juste assez longtemps pour que le prochain cycle de performance découvre un micro. 10 jours plus tard, tout a changé. Le 27 janvier, Trump a publié un message sur Truth Social. Le message n'était pas diplomatique, il n'était pas mesuré, il accusait le Canada de devenir, selon ses mots, un dépotoir pour les produits chinois. Il avertissait que la Chine avalerait le Canada tout cru. Et il se terminait par une menace qui a figé les analystes commerciaux. Des tarifs douaniers de 100% sur tous les produits canadiens, immédiatement. Pas de manière sélective, pas graduellement, tout. Dans le théâtre commercial à la Trump, la nuance entre souvent dans la pièce seulement après que la machine à fumer a déjà été mise en marche. Cette seule publication a transformé un accord commercial bilatéral en confrontation à 3. Personne à Ottawa, à Pékin ou à Washington ne savait exactement comment cela finirait. Mais le point clé n'est pas seulement la menace elle-même.
Le point clé, c'est ce que cette menace a révélé. La plupart des couvertures médiatiques se sont arrêtées à la menace. 100% de tarifs douaniers. Gros titre dramatique. On passe à autre chose. Mais cette couverture a manqué la partie qui compte vraiment. La menace avait 3 problèmes. 3 problèmes structurels fondamentaux que la conversation dominante a largement ignorés. Une fois les 3 compris, toute la dynamique change. Le premier problème est la réalité économique de ce qu'est réellement le Canada. Le Canada ne devrait pas être compris simplement comme le voisin des États-Unis. Il devrait être compris comme le partenaire d'infrastructure le plus critique des États-Unis. C'est ce que montrent les données. Le Canada est le plus grand fournisseur étranger d'énergie des États-Unis, pas l'un des plus grands, le plus grand. Du pétrole, du gaz naturel, de l'uranium et de l'électricité qui traversent chaque jour la frontière nord vers les foyers et les usines américains. Lorsque les analystes de l'administration américaine de l'information sur l'énergie, la US, Energy Information Administration, examinent la sécurité énergétique américaine, le Canada n'est pas une note de bas de page. Le Canada est un mur porteur. La question devient alors celle-ci. Que se passe-t-il au moment où des tarifs douaniers de 100% sont imposés sur ce mur porteur? Les prix de l'essence bougent. Les coûts de chauffage bougent. Les raffineries le long de la côte du golfe du Mexique, qui sont spécialement conçues pour traiter le pétrole brut lourd canadien, ne changent pas simplement de fournisseur du jour au lendemain. Ce n'est pas ainsi que fonctionne l'infrastructure de raffinage. Un slogan peut changer en 5 secondes, une raffinerie, non. Ce sont des installations de plusieurs milliards de dollars construites autour d'un type précis de pétrole. Une perturbation à cet endroit ne reste pas dans le secteur énergétique. Elle se propage aux intrants manufacturiers, aux coûts de transport, au prix à la consommation. Autrement dit, les électeurs américains le ressentent rapidement. Donc, même si la menace fonctionnait bien comme signal politique, les conséquences économiques de son application réelle seraient tombées directement sur l'électorat dont Trump a le plus besoin. Ce n'est pas un détail mineur, c'est potentiellement décisif. Il s'agit ici d'une inférence analytique, pas d'une déclaration confirmée sur l'intention de la Maison-Blanche. La phrase de rassemblement était nette. La chaîne d'approvisionnement, elle, n'a pas eu la politesse de rester aussi simple. Le deuxième problème est le plafond juridique. Au moment de la publication du 27 janvier, l'autorité tarifaire de l'administration faisait déjà face à de sérieux recours devant les tribunaux américains. Plusieurs causes remettaient en question l'étendue du pouvoir exécutif unilatéral d'imposer des tarifs douaniers massifs en vertu de dispositions économiques d'urgence. Des analystes juridiques qui suivent ces dossiers ont soutenu qu'un régime tarifaire rapide, complet, de 100%, appliqué largement aux exportations de tout un pays, aurait immédiatement été exposé à un risque juridique important. Cela ne signifie pas que la menace était vide. Cela signifie que son exécution n'a jamais été aussi simple qu'une publication sur Truth Social le laissait croire. Les tribunaux bougent. Des injonctions surviennent. Ce qui ressemble à un interrupteur que l'on peut actionner du jour au lendemain peut devenir une bataille juridique de plusieurs mois avant qu'un seul tarif douanier n'entre réellement en vigueur. Même la rhétorique d'urgence doit encore passer par le droit réel, qui demeure fâcheusement moins théâtral qu'une publication de campagne. Le troisième problème, et peut être le plus sous-estimé, c'est l'ACUM, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, l'ACUM, le cadre commercial qui régit la plus grande relation commerciale trilatérale au monde, est activement en renégociation. L'accès à l'énergie, les minéraux critiques, les conditions des marchés agricoles, les règles du commerce numérique, les chaînes d'approvisionnement pharmaceutique, tout cela se travaille en ce moment à la même table, entre les mêmes gouvernements. Cela soulève la question qui devrait figer toute la conversation. Pourquoi Washington ferait-il exploser sa relation avec son partenaire commercial le plus important quelques semaines avant de s'asseoir pour renégocier les conditions de cette même relation? Le levier ne fonctionne que lorsque l'autre partie veut encore quelque chose. Au moment où la table est renversée, le levier n'est pas gagné, il est perdu. L'autre partie est poussée vers exactement le genre de mouvement de diversification que Washington essayait d'empêcher dès le départ, les voyages à Pékin, les accords énergétiques asiatiques, l'expansion commerciale européenne. Il est difficile d'appeler cela un levier quand la stratégie consiste à pousser son partenaire vers toutes les autres portes disponibles.
Certains analystes ont suggéré que c'est précisément la dynamique qui se joue en ce moment. La menace aurait pu être calibrée comme pression et non comme politique. L'écart entre les mots et l'action aurait pu être intentionnel. Ce n'est pas prouvé de manière définitive. Mais le silence qui a suivi est cohérent avec cette lecture. Et en géopolitique, la cohérence est une preuve. Il y a une autre couche à cette histoire, une couche qui continue d'être ignorée parce qu'elle ne correspond pas au récit simple de la menace et du défi. La vraie histoire est plus inconfortable que cela pour toutes les parties impliquées. D'abord, il y a le schéma. Ce n'est pas la première fois que cette dynamique apparaît. Des menaces tarifaires liées au fentanyl n'ont pas été pleinement appliquées au Canada à l'échelle initialement annoncée. Des menaces liées à des différends d'infrastructures ont stagné. Des escalades tarifaires dans l'aéronautique ont été reculées. Et maintenant, cette menace de 100% sur toute la ligne a été suivie de 4 mois de silence. Pour un mouvement qui vend de la certitude en lettres majuscules, le suivi a développé une habitude étonnamment silencieuse. Il est vrai que Trump a bel et bien appliqué des tarifs sur l'acier et l'aluminium en 2018. Il a bel et bien intensifié le conflit contre la Chine sur plusieurs rondes. Ces menaces ne sont pas toujours vides. Ce serait intellectuellement malhonnête et franchement dangereux comme analyse de prétendre que chaque menace est un bluff. Le point est plus précis que cela. La question n'est pas de savoir si Trump exécute des menaces tarifaires en général. La question est de savoir quelles conditions précises déterminent quand une menace devient une politique et quand elle demeure une pression. Et sur cette question, le dossier canadien porte une empreinte distincte qui le sépare de la guerre commerciale avec la Chine en 2018. Voici cette empreinte. L'escalade commerciale avec la Chine en 2018 visait une relation dans laquelle les États-Unis avaient d'importants déficits commerciaux structurels, où le découplage était politiquement populaire à l'intérieur du pays et où la douleur économique des représailles était répartie assez largement pour qu'aucune industrie américaine ne s'effondre du jour au lendemain. La situation canadienne est l'inverse sur presque toutes les dimensions. Une intégration profonde des chaînes d'approvisionnement partagées, une dépendance énergétique qui va dans le sens américain, des échanges agricoles dans les deux directions, une fabrication automobile tellement imbriquée qu'un même véhicule peut traverser la frontière plusieurs fois avant d'être terminé, et c'est parfaitement normal. Appliquer des tarifs de 100% au Canada, ce n'est pas se découpler d'un concurrent éloigné. C'est amputer une partie du propre corps économique des États-Unis. C'est un calcul entièrement différent. Il y a une différence entre frapper un rival et frapper sa propre chaîne d'approvisionnement, même si la conférence de presse utilise le même volume. La composante des véhicules électriques dans l'accord Canada-Chine a été présentée comme une concession, comme si le Canada ouvrait ses portes aux automobiles chinoises. En surface, ce cadrage est compréhensible. Mais lorsqu'on examine la structure de ce qui a été convenu, ce cadrage s'effondre. Environ 49 000 véhicules par année dans un marché automobile canadien qui écoule environ 2 millions d'unités par an. Cela représente une part de marché de l'ordre de 2 à 3%, concentrée dans le segment canadien à moins de 35 000 $, le segment abordable, celui où la fabrication canadienne nationale est la moins présente et où les consommateurs paient actuellement beaucoup plus cher pour des véhicules électriques que dans des marchés comparables. Ce n'était pas le Canada qui abandonnait son industrie automobile. C'était le Canada qui utilisait un canal d'importation soigneusement contrôlé comme monnaie d'échange pour débloquer 7 milliards de dollars d'accès agricole. Ce n'est pas de la faiblesse. Les analystes qui examinent la structure de cet échange l'ont décrit comme asymétrique en faveur du Canada. Des personnes raisonnables peuvent lire cela différemment selon la manière dont elles pondèrent le développement à long terme de l'industrie des véhicules électriques par rapport au soulagement agricole à court terme. Qualifier chaque négociation contrôlée de capitulation n'est utile que si l'objectif est de maintenir le slogan en vie après que les calculs ont quitté la pièce. Mais ce que cet accord signale dépasse les chiffres. Le Canada a démontré qu'il peut négocier indépendamment, sans l'approbation de Washington, sans le cadre de Washington, selon ses propres conditions, avec ses propres limites et ses propres garanties intégrées. Ce signal, cette démonstration de capacité de négociation indépendante est le développement le plus important de toute cette histoire. Mark Carney n'est pas simplement revenu de Pékin avec un accord commercial. Il est revenu avec une preuve de concept, la preuve que le Canada a des options.
La preuve que l'hypothèse vieille de plusieurs décennies, inscrite dans la politique canadienne de Washington, l'hypothèse selon laquelle Ottawa n'a nulle part ailleurs où aller, n'est plus automatiquement vraie. C'est le genre de phrase discrète qui fait soudainement sonner le grand message nationaliste, moins comme une stratégie que comme un bruit de fond. Le langage diplomatique enterre souvent les messages les plus importants dans les phrases les plus ennuyeuses. Lorsque Carney a déclaré publiquement et officiellement « Nous avons d'autres options », ce n'était pas une phrase rassurante. Ce n'était pas une déclaration de réconfort destinée à des agriculteurs canadiens inquiets. Dans le contexte d'une renégociation active de l'ACUM, après un voyage à Pékin qui avait produit des résultats concrets, cette phrase était un signal de négociation tiré directement vers Washington. Traduit du langage diplomatique en langage clair, cette phrase signifie ceci. Le Canada est à la table parce qu'il choisit d'y être, pas parce qu'il n'a pas le choix. Cette distinction entre choisir de négocier et être forcé de négocier est fondamentale dans une relation commerciale. Elle change toute la géométrie du pouvoir dans la conversation. Et que Washington ait explicitement reconnu ce changement ou non, son comportement depuis le 27 janvier suggère que le message a été entendu. Le silence, encore une fois, est le signal. Parfois, la réponse la plus brutale à une menace tarifaire n'est pas une contre-menace, mais un calendrier rempli d'autres rencontres. Cela ne peut pas rester seulement dans les couloirs diplomatiques, parce que la couverture géopolitique garde souvent tout à haute altitude. Cadres commerciaux, mécanismes bilatéraux, leviers de négociation et les conséquences réelles commencent à disparaître derrière des abstractions. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce qui arrive à de vraies personnes dans de vrais endroits qui prennent de vraies décisions sur leur vie. Imaginez un producteur de canola en Saskatchewan. Troisième génération, cultivant la même terre que son grand-père avait défrichée il y a des décennies. En 2018, la relation Canada-Chine commence à se détériorer. En 2019, les acheteurs chinois, qui achetaient d'énormes volumes de canola canadien, commencent à se retirer. Les tarifs montent. Les cargaisons sont rejetées pour des raisons techniques. Le marché qui représentait une part importante des revenus d'exportation de l'agriculture des prairies commence à se refermer, lentement d'abord, puis plus vite. Cet agriculteur ne reçoit pas de câble diplomatique lui expliquant pourquoi. Il reçoit une baisse de prix. Il voit sa liste d'acheteurs rétrécir. Il subit la pression financière silencieuse et écrasante de voir un marché s'évaporer pendant que ses coûts d'intrants, le carburant, les engrais, l'équipement continuent de monter dans l'autre direction. 8 ans de cela. 8 ans à voir des concurrents en Australie et en Ukraine reprendre des parts de marché qui appartenaient auparavant aux producteurs canadiens. 8 ans de consolidations agricoles, de jeunes membres de famille qui décident qu'il existe peu être un avenir plus stable ailleurs. 8 ans de communautés agricoles dans les prairies qui absorbent les effets en aval d'un différend géopolitique dans lequel elles n'avaient ni vote ni voix. La réouverture de ce marché n'est pas une abstraction. C'est une bouée de sauvetage qui arrive après presque une décennie d'attente. Aucun slogan de salle de presse ne paye une facture d'engrais et aucune menace tarifaire théâtrale ne remplace un marché d'exportation perdu. Maintenant, inversez le scénario. Imaginez que la menace de tarifs douaniers de 100% ait été appliquée pleinement, immédiatement, à tous les produits canadiens entrant aux États-Unis. La perturbation des chaînes d'approvisionnement du côté américain n'aurait pas été théorique. Les raffineries le long de la côte du golfe du Mexique, qui traitent le pétrole brut canadien, ne sont pas des opérations prêtes à brancher et à remplacer. Elles sont conçues précisément pour le pétrole lourd, celui qui vient de l'Alberta. On ne peut pas simplement appeler un fournisseur en Arabie saoudite pour combler cet écart du jour au lendemain. La chimie ne fonctionne pas ainsi, l'infrastructure ne fonctionne pas ainsi, le réoutillage prend du temps, les contrats prennent du temps. Et dans l'intervalle entre le tarif douanier et la solution de rechange, les prix bougent. Les prix de l'essence, les prix du mazout de chauffage, les prix du gaz naturel qui alimentent les coûts d'électricité dans le nord des États-Unis. Ce ne sont pas des effets hypothétiques de second ordre, ce sont des conséquences directes de premier ordre que les économistes qui ont modélisé ce scénario ont constamment signalées. Et ensuite, cela se multiplie. L'aluminium et l'acier canadien entrent dans la fabrication américaine, dans l'industrie automobile, dans la construction,
dans les électroménagers qui se trouvent dans les foyers américains. Les tarifs douaniers ne disparaissent pas à la frontière. Ils traversent la chaîne d'approvisionnement et finissent par apparaître sous forme d'un chiffre plus élevé sur une facture quelque part en aval. Cette facture atterrit sur une table de cuisine américaine. Pas dans un rapport de groupe de réflexion, sur une vraie table de cuisine. C'est là que le slogan reçoit enfin sa facture. Voilà pourquoi la menace de tarifs douaniers de 100% comportait un énorme risque politique intérieur pour l'administration qui l'a lancé. Les électeurs les plus susceptibles de ressentir l'impact sur les prix, les travailleurs manufacturiers, les communautés rurales dépendantes des coûts de chauffage, les ménages à revenus moyens qui surveillent leurs factures d'épicerie et d'énergie, ne sont pas une population périphérique. Ils sont au cœur de l'électorat. Le changement le plus important à l'approche des 50 et un prochain jour est le changement de l'hypothèse de départ. Pendant une génération, l'hypothèse fondamentale sous chaque négociation Canada-États-Unis était simple et non dite. Le Canada a plus besoin de cette relation que les États-Unis. Le Canada n'a pas de véritable solution de rechange. Le Canada finira par s'aligner parce qu'il n'a pas d'autre voie viable. Cette hypothèse a façonné chaque conversation commerciale, chaque négociation énergétique, chaque différend agricole. C'était le plafond invisible qui limitait jusqu'où Ottawa pouvait riposter. Ce que la période du 27 janvier a aujourd'hui suggère, en le présentant prudemment comme une analyse plutôt que comme une conclusion, c'est que ce plafond peut être plus haut que ce que Washington avait intégré dans ses calculs. Le Canada a maintenant démontré un accès agricole à la Chine, un cadre structuré d'importation de véhicules électriques, des discussions croissantes sur les exportations d'énergie avec des acheteurs asiatiques, des relations commerciales européennes en expansion, des partenariats dans les minéraux critiques qui se développent hors du cadre bilatéral nord-américain. L'ancien scénario supposait que le Canada resterait en place pendant que Washington hausserait le ton. Le nouveau scénario commence à montrer le Canada en train de regarder les sorties. Aucun de ces éléments ne remplace la relation avec les États-Unis. Ce n'est pas le point. Le point, c'est l'optionnalité. Le point, c'est que le Canada construit la capacité de dire de manière crédible qu'il a un autre endroit où aller. Et cette seule affirmation crédible change tout dans la manière dont la prochaine négociation se déroulera. Voici donc où se situe la situation. Une menace de tarifs douaniers de 100% a été lancée. Le Canada est allé de l'avant quand même. 4 mois ont passé. Rien n'est arrivé. Et maintenant, avec l'échéance de renégociation de la CEUM qui se rapproche, les deux parties se retrouvent avec des cartes qu'elles n'ont jamais eues dans une configuration tout à fait semblable. Il y a 3 scénarios parce que l'honnêteté intellectuelle oblige à admettre que personne, ni les analystes extérieurs, ni les gens qui suivent les négociations, ni même ceux qui sont à l'intérieur du processus, ne peut savoir exactement comment cela se résoudra. Ce que l'on peut faire, c'est cartographier le terrain. Premier scénario, l'impasse tient. Le Canada continue de construire son optionnalité commerciale. Washington continue d'envoyer des signaux de pression sans les exécuter. La SUM est renégociée avec de nouvelles conditions qu'aucune des deux parties ne célèbre publiquement comme une victoire. Les flux commerciaux se poursuivent. La menace demeure en suspens de façon permanente. Une épée suspendue dans les airs que personne ne rengaine officiellement et que personne n'abat officiellement. C'est l'issue silencieuse, celle qui ne fait jamais un titre dramatique, mais qui transforme la relation progressivement, année après année. Tous les drames ne se terminent pas par une explosion. Certains se terminent avec un négociateur qui prétend que les cris précédents faisaient toujours partie du plan. Deuxième scénario, Washington ajuste sa position. La pression économique intérieure liée à la menace contre l'intégration énergétique et agricole du Canada devient politiquement intenable. Avant l'échéance de la CEUM, la menace tarifaire est discrètement retirée. Pas annoncée, pas célébrée, simplement laissée à disparaître. Le Canada obtient de meilleures conditions à la table de négociation précisément parce qu'il a démontré qu'il était prêt à se diversifier. Ottawa gagne sans tirer un seul coup officiel. Le recul, bien sûr, arriverait vêtu du costume habituel du génie stratégique. Troisième scénario, quelque chose d'inattendu brise le schéma. Un événement géopolitique, un choc politique intérieur, une erreur de calcul d'un côté ou de l'autre de la frontière, quelque chose pousse un gouvernement à exécuter une menace qui n'était jamais censée être exécutée. Et soudain,
le théorique devient réel. Les chaînes d'approvisionnement se perturbent, les marchés réagissent, et les deux parties passent les 18 mois suivants à gérer des conséquences que la menace initiale était précisément conçue pour éviter. 3 scénarios, une fenêtre, 50 et un jour. Les gens qui suivent cette conversation de près, les agriculteurs, les analystes de l'énergie, les avocats spécialisés en commerce, les investisseurs exposés aux chaînes d'approvisionnement transfrontalières, n'attendent pas le communiqué officiel. Ils lisent les signaux dès maintenant. Le tarif douanier n'est jamais venu. Et parfois, en politique commerciale, l'action absente en dit plus que la menace la plus bruyante qui ait jamais été lancée. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Plume Pratique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt